Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Positiva. L'invité de ce soir est pasteur Rudy Kamalenga. Avec lui, nous allons parler du parti Agir, nous allons décortiquer l'entrepreneuriat et nous allons aussi discuter sur quelques sujets de l'actualité. Pasteur, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes à l'aise sur ce plateau de Positiva? Très à l'aise, je me sens à la maison. D'entrée de jeu, pasteur, est-il facile d'être analyste politique et en même temps servir l'éternel Dieu? D'abord, ce qui est important de savoir, la politique dans son acception en fait plus large, c'est la gestion de la cité, c'est en fait l'engagement à la chose de l'État. Et on peut faire la politique de deux manières, de façon activiste ou civisme. Dans le civisme, tout citoyen doit être engagé dans la politique. C'est-à-dire que si aujourd'hui le droit de vote, par exemple, c'est reconnu à tout citoyen de voter. Par exemple, si aujourd'hui le pouvoir public lance une vision, disons que non, Kinshasa propriété. Dans la première des choses, c'est-à-dire que lorsque le pouvoir public mettra la propriété, donc nous tous qui sommes des citoyens, des Congolais, nous devons veiller pour que la propriété demeure. Ça, c'est aussi un engagement politique de chaque personne. Deuxièmement, c'est de façon activisme. Donc, c'est-à-dire que tout citoyen peut tenter une aventure électorale pour, en fait, occuper un poste public. Par exemple, si aujourd'hui, on ne peut pas retirer à une personne ce droit-là de chercher à se prononcer pour devenir député, peu importe, même s'il est pasteur. Et d'ailleurs, pour votre information, dans la Bible, il est énuméré plusieurs personnalités qui étaient des hommes de Dieu, des prophètes, authentiques dans leur temps, mais qui ont aussi servi l'État. Par exemple, Joseph, en son temps, nommé gouverneur de l'Égypte, et même la Bible dit que en son temps, il y avait une crise économique, il y avait la famine, mais c'est à l'époque de Joseph qu'il a pu faire passer cette crise et le peuple n'a rien manqué à manger. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que je reste convaincu qu'un enfant de Dieu, je parle d'un enfant de Dieu, pas un pasteur, parce qu'on peut être pasteur sans être un enfant de Dieu. Le problème, c'est que moi, je reste convaincu que si aujourd'hui les institutions du pays sont données aux enfants de Dieu, je ne dis pas seulement pasteurs, aux prophètes, je dis aux enfants de Dieu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont des pasteurs, qui sont des prophètes, des apôtres, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et qui est enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est d'abord c'est une personne qui est née de nouveau, qui a rencontré authentiquement le Seigneur. Né de nouveau, qui a donné sa vie à Christ. Et vous allez voir dans la Bible comme des personnes Et naître de nouveau, ça veut dire être baptisé? Pas du tout. On peut être baptisé, mais sans être né de nouveau. Être né de nouveau, d'abord, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, rencontrer ce Christ-là dans ta vie. Je te donne l'exemple des Saul de Tarse, qui était hier Saul de Tarse et qui est devenu apôtre Paul. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Christ dans sa vie et lui-même a dit « Ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. » Donc, c'est-à-dire que moi, je reste convaincu, si dans les institutions politiques de notre pays, il y a des enfants de Dieu convertis, nés de nouveau, qui ont renoncé à leur vie ancienne, parce qu'aujourd'hui, la politique, plusieurs personnes entrent en politique pour devenir riches, pour gagner de l'argent, pour se faire riche, alors qu'il est faux, c'est déjà une mauvaise idée de faire la politique pour s'enrichir. Si quelqu'un qui veut s'enrichir, il peut aller faire les affaires. La politique, c'est une carrière où on sert l'État. Mais lorsqu'on vient pour la cupidité, ça prouve que tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu renonce à la cupidité, renonce à la passion de la chair. Un enfant de Dieu, c'est l'intérêt du royaume. Vous voyez? Et je reste... Les soucis des autres. Oui. Le souci que l'œuvre de Dieu avance, parce que ceux qui sont en politique sont aussi des serviteurs de Dieu, mais au service de la nation. Et ils ne sont pas enfants de Dieu. Sont aussi des serviteurs de Dieu, au service de la nation. Même si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux te dire que tu sers Dieu, mais à la fin, Dieu ne te reconnaîtra pas, parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Vous voyez? Mais ceux qui sont en politique, le président de la République, les ministres, les magistrats, tous sont des serviteurs de Dieu au service de la nation. Les pasteurs sont des serviteurs de Dieu au service de l'Église. Donc, c'est-à-dire ici de noter qu'un pasteur, un homme de Dieu, s'il a un appel, il sent qu'il y a un appel, parce qu'il y a des gens qui ont double trois appels. David était prophète en même temps politicien, en même temps roi. Donc, c'est-à-dire s'il y a cet appel-là, de dire que non, je sens que je dois faire la politique,
autrement, parce que ce que je vois, ça me frustre, il y a une frustration, je veux en faire entendre ma voix, je veux appliquer ma vision, je dois me battre pour arriver... Changer les choses, exactement. Là, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Seulement, le problème au sens figuré, quand tu dis à quelqu'un, il est politicien, ça sonne mal. En Afrique, ça sonne mal. Quand tu me dis, oh non... Mais parce qu'on sait que les serviteurs de Dieu sont apolitiques, voilà pourquoi ça sonne mal. La Bible ne dit pas. On dit que laisser la politique aux politiciens et l'évangile aux serviteurs de Dieu. La Bible ne le dit pas. Le contraire, comme moi je vous le dis, d'ailleurs, dans son sens, comme je le répète, la politique là doit être gérée par les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est clair, c'est simple. Si vous lisez la Bible, même Jésus-Christ lui-même, il était un grand diplomate. Vous voyez? Vous lisez la Bible, Abraham était un grand diplomate. Pourquoi seulement être avec les enfants de Dieu? Nul n'est parfait. Il y a des abus qui se passent ces derniers temps. C'est avec les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu. Je comprends, madame. Oui. Il y a toujours des cas isolés, ça peut arriver. Mais ce que je veux juste vous faire comprendre, que moi je reste convaincu qu'un enfant de Dieu peut s'engager en politique et faire une exception. Je ne refuse pas qu'on peut être à 10 et il y a peut-être une personne qui fait des bavures, qui fait des petites erreurs, ça peut arriver, mais il y a toujours cet enfant de Dieu là qui dit non, je ne trahirai pas la race des élus, qui peut bien faire les choses. Merci Pasteur Rudy, le message est passé. Bon, parlez-nous d'abord de votre parcours. Pasteur Rudy Kamalenga, par votre titre de pasteur, qu'est-ce que vous faites dans la vie, dans la société actuelle? Alors, je suis, comme vous dites, enfant de Dieu d'abord, parce que les titres de pasteur ne sauvent pas. Dieu ne va pas mettre au ciel des pasteurs, il va chercher des enfants de Dieu pour aller au ciel. Donc dire que tu es pasteur, c'est bon, mais beaucoup plus être un enfant de Dieu, c'est le meilleur titre qui existe dans le monde. Et deuxième des choses, par la grâce de Dieu, je suis entrepreneur, je suis consultant, et aussi pour peut-être juriste de formation, je suis congolais, né ici à Kinshasa. J'ai étudié à l'université protestante au Congo en droit, et puis je suis allé continuer les études au Canada. Et voilà, là nous sommes là parce qu'on a les soucis de notre pays. Je me sens mieux au Congo qu'ailleurs. Donc c'est mon pays, je suis né ici, c'est ma racine. Et nous sommes là pour mettre le peu que nous connaissons au service du peuple et de la nation. Parce que moi je me dis toujours que même dans la Bible, il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit, qu'un fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Moi, je crois toujours que en sciences politiques, il y a un cours qu'on appelle la politique comparée. Donc, c'est-à-dire qu'aucun État ne peut faire des choses de lui-même. Il doit toujours se référer à un autre État qui est déjà évolué, afin de copier et d'appliquer. Donc, je reste convaincu que ceux-là qui sont vraiment partis du pays, ils sont allés en Occident pour étudier et qui ont des capacités, ce sont des personnes qu'on doit consulter pour nous partager leur expertise, leurs connaissances, pour ajouter quelque chose, une pierre, afin que le Congo puisse aller de l'avant et qu'on voie des choses autrement. Et vous êtes entrepreneur? Exact. Et qu'est-ce que vous faites pour le Congo, pour que le Congo aille de l'avant? Aviez-vous déjà donné de l'emploi à quelques jeunes congolais ou comment? Je ne suis pas là pour faire peut-être ma publicité, mais j'ai une entreprise qui embauche, qui a à peu près dizaine d'employés ici à Kinshasa. Donc, je suis entrepreneur. Et il y a tant d'autres choses qui arrivent. Ok, vous faites partie d'un parti, vous êtes membre d'un parti politique? Exact, je suis membre d'un parti politique. Lequel? Parti Agir pour le changement. Et d'une manière précise, c'est quoi? C'est quoi agir? C'est un parti politique. Nous agissons parce que nous pensons que nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Nous agissons parce que nous sommes convaincus que nous avons une vision et nous sommes capables d'appliquer cette vision pour le bien-être du Congolais. Nous agissons parce que nous sommes convaincus que c'est le moment que la jeunesse congolaise peut faire entendre sa voix. Écoutez-moi ici, vous allez comprendre avec moi que ici, au Congo particulièrement, c'est rare de voir qu'on prend un jeune qui vient d'avoir son diplôme de licence
et qu'on puisse facilement lui trouver un emploi et qu'il applique, enfin qu'on puisse trouver un emploi. Donc, c'est-à-dire il y a toujours une discrimination quelque part. On dit qu'il y a un manque d'expérience, nous les jeunes, là je me mets aussi dans le lot, on dit que nous les jeunes, nous manquons de l'expérience. Comment on va nous donner du boulot comme ça? Mais lorsqu'on dit que vous manquez, la jeunesse manque d'expérience, oui. Comment elle peut acquérir cette expérience? C'est en lui donnant une chance. Effectivement, c'est en travaillant qu'on acquiert l'expérience. Par exemple. Oui. Et il y a ceux-là qui sont dans des fonctions qui ne veulent pas aller en retraite alors qu'ils sont déjà vieux en âge. Et il y a de jeunes gens qui manquent le travail alors qu'il y a plein de potentiels qui traînent sur la rue. Donc nous sommes ces partis politiques qui promouvoient l'entrepreneuriat, qui créent dans l'esprit de la jeunesse l'esprit entrepreneurial, pour aussi nous combattons contre cette idée-là au chef de la jeunesse pour leur faire croire qu'on ne peut devenir riche qu'en politique. Non. Aujourd'hui, il y a de jeunes gens qui, en fait, sont mal traînés par ces gens-là qui sont au pouvoir, tout ça, parce qu'on s'approche des élections, on leur remet 2000 francs, des t-shirts, tout ça, et ils renoncent à leur diplôme de prestige qu'ils ont en droit, en économie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à manger, ils doivent se soumettre à cette démagogie, afin qu'ils puissent donner leur voix à une personne, peut-être, dont ce jeune est plus intelligent que cette personne-là. Donc, nous sommes convaincus que nous pouvons aider les jeunes gens à sortir du chômage, à entrer dans le monde entrepreneurial et de faire comprendre à ces politiques qui sont au pouvoir qu'on ne devient pas riche seulement. D'ailleurs, on ne devient pas riche en étant politicien. Citez-moi le nom d'un politique qui est l'homme le plus riche du monde, reconnu sur le plan international. Il n'y en a pas, parce que ça sera scandaleux de voir un politique qu'on cite son nom, l'homme le plus riche. Il a eu cet argent où? Vous voyez? Et je reste convaincu que c'est en travaillant, c'est en étant entrepreneur qu'on peut bâtir sa richesse et devenir grand. Et d'ailleurs, quand financièrement tu es stable, là, les politiques vont te suivre. Ils vont être derrière toi. Vous êtes parmi les cofondateurs de ce parti? Exactement. Dont le président national, c'est M. Yannick Lukusa Muyambala, dont on entretient des relations très profondes depuis longtemps, plus de dizaines d'années. Et c'est un grand frère, et voilà, il nous fait confiance. Et ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons aller. Et le but de chaque parti politique, comme vous savez, c'est l'acquisition du pouvoir. Ça prendra le temps que ça va prendre. Nous sommes convaincus que nous arriverons. Et vous soutenez le chef de l'État ou comment? Soutenir le chef de l'État de façon... La vision du président. De façon objective, je dirais, pas seulement nous, mais il est le devoir de tous les Congolais de soutenir le chef de l'État. Parce qu'il est en train de gérer la chose qui nous revient à tous. Nous avons tous un seul bébé qui s'appelle la République démocratique du Congo. On doit mettre de côté l'opposition, mettons de côté la haine, mettons de côté les injures. S'il gagne, nous gagnons tous. Dans un match de football, si un seul joueur marque le but, même les supporters sont heureux. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement le parti Agir, j'espère que ça doit être le devoir de tous les Congolais. Admettons, je vous donne un exemple. Le chef de l'État donne une vision sur l'état des droits. Je ne vois pas qui peut s'élever pour s'opposer à ça, pour dire le contraire, parce que nous optons tous pour un état de droit. Vous voyez? Et un pays doit être un état de droit. Et on parle d'un état de droit lorsqu'il y a les 5 secteurs qui sont stabilisés. Vous voyez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, même les politiques, pour aller se reposer, ils se réfugient peut-être en Occident, en France, Canada, tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des pays où il y a l'état de droit dans son vrai sens du mot. Le président Félix Tshisekedi a planté un très bon décor, que nous tous, nous devons lutter pour l'état de droit, pour les 5 secteurs, notamment l'éducation. Il y a l'état de droit lorsque l'éducation nationale et l'éducation universitaire, primaire, secondaire, est stable. Il y a l'état de droit lorsque on est tous égaux devant la loi. Je rêve à voir ce pays-là où un vendeur de Matembele peut s'opposer à un ministre de la République et cette vendeuse-là de Matembele gagne le procès. Je rêve ce pays où il y a vraiment la justice, nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Il y a l'armée, il y a l'administration publique, madame. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, on est
l'administration publique, c'est encore un problème. Et vous pensez que ces secteurs-là que vous venez de citer ne marchent pas bien, disons là? Je ne peux pas dire que ça marche 100% bien. Je vous ai dit ici au début qu'il y a un cours en sciences politiques qu'on appelle la politique comparée. C'est-à-dire quoi? Pour qu'un pays se développe, on doit se référer à un pays qui est déjà développé. Ce n'est pas en vain qu'on parle de la diaspora. C'est parce qu'ils ont une image d'un pays où ils viennent et ils peuvent appliquer ça dans ce pays. Je vous donne simplement un exemple. Allez par exemple dans des banques ici. Vous allez voir si vous avez été peut-être en Occident, dans des pays là qui sont organisés, et que vous voyez seulement l'administration dans certains secteurs, tant publics que privés, de notre pays, vous pouvez perdre la patience et crier sur des gens. Vous verrez des personnes en train de traîner le pas pour vous rendre un service, alors que ce service à la clientèle, ça doit être très bien fait. Tout ça, c'est tout un problème. On dit qu'un client est roi. Tout ça, c'est tout un problème. Je pense qu'il est des devoirs de tous les citoyens, non pas seulement une partie agir pour le changement, non pas seulement tous les citoyens, d'accompagner les chefs de l'État pour qu'il y ait vraisemblablement un État de droit dans notre cher pays, la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'Agir pour le changement fait pour sensibiliser la population, disons, à lutter contre les antivaleurs? Parce que vous parlez d'agir pour le changement. Donc, quel est votre leitmotiv? D'abord, le parti Agir pour le changement a comme mission 1, le renforcement ou la sensibilisation en ce qui concerne l'état de droit. 2, éradication de la pauvreté. Vous-même, vous savez on fait tout le temps des conférences, des forums sur l'entrepreneuriat, tout ça. On élève dans l'esprit de la jeunesse que vous ne pouvez pas attendre d'aller chercher l'emploi auprès de quelqu'un pour vous payer $200 par mois, mais vous pouvez vous-même aller chercher plus que ça avec l'esprit entrepreneurial. Vous voyez, on est là, en fait, on lutte contre les antivaleurs. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'on est là, et quand on parle de la sensibilisation par rapport à l'état de droit, quasiment c'est la vision du chef de l'État. Je ne peux pas aller combattre une vision que moi-même j'ai. Tout ce que moi je dois faire, c'est d'aider pendant qu'il est au pouvoir pour soutenir enfin que l'état de droit puisse avoir exactement lieu. Vous voyez. Donc on est là, on est en train de lutter comme il faut, enfin que d'abord pour aider cette jeunesse-là. Vous voyez. Madame, si aujourd'hui vous comparez la jeunesse congolaise avec la jeunesse d'autres pays, entre guillemets, développés, la jeunesse congolaise est en retard. La jeunesse congolaise, je peux dire, elle peut être complexée de plusieurs choses. Vous voyez. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle luxe ou la richesse ici. Dans d'autres cieux, c'est le minimum. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la jeunesse congolaise peut accepter d'aller toucher les fétiches pour s'acheter une voiture, alors que cette jeunesse peut travailler et avoir la voiture sans aller au fétiche. Vous voyez. Et à qui appartient cette responsabilité? Non pas seulement à l'État, au sens répressif, au gouvernement, mais à tout citoyen qui a un sens politique, l'amour du pays. Même ça ne sert à rien que le président de la République me connaisse pour que je l'aide ou que je soutienne sa vision, mais c'est ma responsabilité patriotique. Déjà une année que le gouvernement Sama Lukonde est au travail. Selon vous, est-ce que ces warriors répondent-ils aux attentes de la population et surtout avec l'interpellation ces derniers temps de quelques membres du gouvernement à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce gouvernement fait-il un travail adéquat pour la population? Je ne peux pas dire qu'on est à 100% satisfait de ce gouvernement. Et celui qui dira qu'il est 100% satisfait, c'est un hypocrite. Vous voyez, il y a des secteurs, je peux dire, ils interviennent. On a eu peut-être des éruptions à l'Est. On a vu même le président de la République aller là-bas, sur place. Ça, c'est très bien. Ça prouve un père de famille. Vous voyez. Mais je ne peux pas dire qu'on est satisfait sur le plan social. Il y a un secteur, quand on parle de l'état de droit, qui ne peut pas être négligé, c'est le social. Vous voyez. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qui a faim que d'être patient, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que je lance peut-être ce message, le gouvernement Warrior, nous sommes partiellement peut-être en accord sur certains faits, mais nous attendons de vous un peu plus le social. Le social. Aider les gens à avoir accès
à la nourriture, avoir accès au pain sans quémander. Prenez soin de ces chégués-là qui traînent sur la rue. Je ne sais pas s'il y a un ministère social qui existe ici, mais c'est un ministère clé. Est-ce qu'il y a un ministre du social? On a quoi? On a un ministère des Affaires sociales. C'est un ministère clé. Vous voyez? Si le Canada est Canada, c'est à cause du social. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est donner accès à tout individu, même s'il ne travaille pas, au moins de manger, au moins de subvenir à ses besoins, au moins qu'il y ait un social. Vous voyez? Et vous croyez que nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là? Non, je ne dirais pas ça. Avec tout ce qui se passe en RDC. Je ne dirais pas ça. D'abord, sur le plan économique, j'espère que rendre le social du Congo, au même titre peut-être que ce pays-là, Canada, France, toutes ces choses-là, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que financièrement, je pense que le trésor public n'a pas assez de fonds par rapport à ça. Le budget n'est pas colossal. Oui, exactement. Oui. Vous voyez, on parle, dans d'autres pays, on parle du budget des 500 milliards de dollars. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Vous voyez. Mais au moins, nous voulons cet effort-là. Nous avons vu, il y avait une pénurie du carburant, même de poissons, des Saint-Charles, tout ça. Ils ont quand même fait un effort. Vous voyez, on peut pas être. Ils sont pas des sorciers. Ils sont pas des diables. Ce sont des humains. Ils font leur effort. Ils font quelque chose de bien. Mais je pense qu'ils peuvent faire encore mieux que ça. Vous ne pensez pas que tout cela est dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Voilà pourquoi l'économie, je dirais presque mondiale, est par terre. Et la rareté du carburant, tout cela. Alors, chaque guerre dans le monde, lorsqu'il y a toujours une guerre, c'est vrai que cela a un impact économique, même social, même sur le plan politique. Donc, vous allez remarquer, pas seulement ici au Congo, il y a 3 semaines au Canada, le prix du litre d'essence a grimpé de 1,5 $ à 2,5 $. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours de l'impact. Pourquoi? Parce que nous sommes interrelationnels. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que pour que la République démocratique du Congo puisse vivre, il a peut-être besoin que l'Angola puisse lui prêter quelque chose. Et c'est vice-versa. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la paix sur le plan international, les choses peuvent bien couler. Donc, c'est-à-dire, oui, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il y a la Russie qui a été sanctionnée, exclue du compte SWIFT, qui est en fait une méthode de transaction de fonds sur le plan international. Et même cela peut avoir de risques. Aujourd'hui, au Liban, l'argent ne sort pas. En Inde, l'argent ne sort pas. Pourquoi? En Angola, ici, on n'envoie plus l'argent, ça ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent leur économie. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a maintenant un problème qui peut arriver, que ça ait un impact négatif sur l'économie et même sur le prix de certains articles sur le marché international. Mais je reste convaincu que nous prions que cette guerre-là prenne fin, parce qu'à la ligne où vont des choses, on ne prophétise pas le mal, et ce n'est même pas Ukraine qui est visée. La Russie, derrière Ukraine, a ses cibles. Et j'opte toujours sur la diplomatie pacifique et la diplomatie de la guerre. Donc il faut que les deux présidents, Zelensky et Poutine, s'assoient, se parlent, et que Zelensky comprenne que l'Ukraine est la sœur de la Russie. Il a été membre de l'Union soviétique, et de la même manière, la Russie a été refusée par les États-Unis de mettre de bases militaires au niveau de Cuba. De la même manière, Poutine ne veut pas qu'on mette une base militaire en Ukraine parce qu'ils sont en insécurité. Et c'est normal, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Pourquoi il peut être menacé à ce point-là? C'est vraiment une avancée normale. Mais seulement arrivé à ce point-là, aujourd'hui, l'Ukraine est vraiment par terre. Il faut rétablir l'économie, et il y a les hôpitaux qui sont par terre, il faut tout faire. Donc, c'est-à-dire, ça prend toujours le finance. Donc, la diplomatie des guerres n'a toujours pas été une bonne idée. Il faut toujours opter pour la paix. Ok, merci, pasteur. Parlons des élections 2023 qui pointent à l'horizon. Est-ce que Agir est partant pour ces élections? Oui, Agir est partant pour ces élections sur le plan de la députation. Et bien évidemment, nous allons participer et nous allons être là de façon active. Et vous serez parmi les candidats du parti Agir? Dans un futur très proche, je pense que sur votre plateau, nous reviendrons pour annoncer des candidats, et même vous le verrez dans la ville.
de façon aussi claire. Et vous avez déjà eu à faire, je pourrais dire quoi, des alliances avec quelques partis de la RDC, l'AFDC, l'UDPS. Est-ce que vous aviez déjà songé à ça ou comment? Ou soit vous irez seul comme étant un parti indépendant? Moi, le problème, c'est que c'est ça le problème que souffrent les Congolais. C'est au lieu de s'assembler pour faire une force, d'avancer, Congolais aiment être seuls pour manger seul alors qu'il n'est pas fort. Moi, je pense toujours l'alliance. J'opte toujours pour l'alliance. Et annoncer maintenant, si nous avons déjà des alliances avec certains partis qui existent déjà, qui pèsent sur le plan politique, ça serait prématuré de vous le dire. Mais il y a des propositions, on étudie ça à l'interne. Et dans un futur très proche, nous allons nous exposer en ce sens. Et j'ai lu dernièrement un article sur votre président national Yannick Loukoussa, qui stipule que la CENI doit être remis entre les mains du ministère de l'Intérieur. Et vous partagez le même avis que votre président? C'est la position du parti Agir pour le changement. Pourquoi? Parce que il faut comprendre d'abord d'où vient la CENI. La CENI vient parce qu'il y avait une crise politique. Je suis avec vous à 1+4. Il y avait une crise politique, du coup, il fallait créer une institution, CENI, pour organiser les élections. Après 1+4, il y a eu les élections, le président Kabila est resté au pouvoir seul, il n'y avait plus de crise. Mais la CENI a persisté d'exister. Et aujourd'hui, il y a eu passation de... D'abord, CEI à l'époque et maintenant la CENI. Exact. Il y a eu passation de pouvoir. Actuellement, nous avons son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Il n'y a pas de crise politique. CENI existe. Le problème, c'est que plus il y a des institutions qui se créent, plus ça pèse sur les finances publiques. Vous voyez? Mais si on le laisse au ministère de l'Intérieur, c'est normal, il va gagner le même salaire, il y aura le même animateur et ça va peser moins sur les finances publiques. Et aussi le problème, c'est que ça ne mettra pas en jeu certains, comme des choses comme des sociétés civiles, tout ça. Donc, c'est-à-dire que nous restons convaincus. Je sais que ça dépend de chaque pays. Il y a des pays où ils créent des élections, mais il y a des pays où c'est le ministère de l'Intérieur, il fait tout. Et puisqu'il n'y a plus de crise, on peut remettre ça, les élections, que le ministère de l'Intérieur puisse les chapeauter. Et je reste convaincu que ça se passera très bien. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Malgré que vous avez dit qu'on soit ensemble, être ensemble pour bien avancer. Vous pensez faire alliance avec quel parti? Je ne peux pas vraiment vous le répondre maintenant. C'est une cuisine interne qui est en train d'être discutée. Et exposer ça maintenant, ça sera prématuré. Autant plus que même le président du parti Agir pour le changement ne s'est pas encore prononcé. Et je ne peux pas lui dévancer. Un futur très proche, vous saurez dans quelle alliance où nous sommes, et j'espère même que vous allez nous accompagner sur le plan médiatique pour qu'on puisse aller ensemble aux élections. Avec plaisir, nous sommes là pour servir la nation. Une fois que vous nous contactez, on sera là pour travailler ensemble. Merci, madame. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Un mot positif à tous nos téléspectateurs. Alors, le mot de la fin, j'aimerais juste dire à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent d'aimer le Congo. À tous les Congolais et toutes les Congolaises qui nous suivent de bannir la haine. À tous les Congolais, surtout des politiques, de ne pas combattre n'importe quoi. Vous voyez? Là où on voit que la vision est claire et qu'on peut soutenir, soutenons-la. Que de combattre ce qui n'a pas de sens. Vous voyez, la politique aujourd'hui au Congo, c'est cet art-là de lancer de pierres, c'est l'art de faire du dialélo, de soutenir ce qu'on ne peut pas soutenir, tout ça. Mais moi, je pense qu'on peut revenir à un pays des intellectuels, un pays où on réfléchit, un pays où on a des jeunes gens qui peuvent accéder à des grandes fonctions, un pays où on est tous égaux devant la loi, un pays où il n'y a pas de discrimination en termes d'emploi, un pays où ces jeunes-là qui sortent de l'université peuvent aller postuler un emploi au gouvernement et au l'embauche sans qu'il y ait de références, de recommandations. Je crois à ce pays-là. Alors, je lance juste un message pour y arriver. Je vous supplie, je supplie à tous les Congolais, soyons des enfants de Dieu, ayons un bon cœur, aimons-nous les uns les autres, et l'amour, c'est la base de tout. Parce que Jésus, Dieu, nous a sauvés en nous envoyant Christ. C'est le signe de l'amour.
On ne peut pas sauver le Congo si on ne s'aime pas les uns les autres. Merci, pasteur. Et c'est aussi la fin de cette émission. Restons unis, bâtissons le Congo. La paix est plus forte que tout. Merci à tous nos téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.